悪魔の足高熱を帯びた足加速も違う重みも違う謎のイグリートジャンブYo les bros, vous allez bien? Alors, bienvenue dans mon nouveau setup. Après des années dans le même décor, il était très clairement temps de changer et de rafraîchir un petit peu les facecams. J'en avais clairement besoin, hein, mais vous aussi d'ailleurs, je vous ai fait subir 7 ans le même plan, fallait que ça change quand même un jour. Et pour ça, vous pouvez remercier Nina qui a tout préparé, réfléchi et designé, vraiment, vous vous rendez pas compte du temps qu'on a passé sur le moindre petit détail. Alors un max de messages pour elle en commentaire, s'il vous plaît, je rigole pas, sans elle en fait on serait resté 7 ans de plus dans l'autre setup, jusqu'à la fin de One Piece. Tout ça n'est peut-être pas encore au point, hein, par exemple ce truc qui dépasse, mais ça va encore s'améliorer au fil du temps et j'ai surtout très hâte de vous en parler davantage ce soir sur Twitch. Voilà, vers 20 h comme d'habitude, on débriefe le chapitre, en live, on parle One Piece, ça va être trop cool. Donc venez follow, en plus demain, lundi 15 à 20 h, très grosse soirée unboxing de cartes One Piece avec 4 displays achetés chez mon partenaire cartepokemon.com. Si ça vous chauffe avec le code Goji, vous pouvez récupérer gratuitement un booster de cartes One Piece, quel que soit le montant de votre commande, donc profitez-en. Un programme aux petits oignons. Oui, c'est bon, je sais, j'ai pas mon bonnet. Non mais je sens vos regards là depuis tout à l'heure, mais je sais pas, je voulais marquer le coup, signer le renouveau de la chaîne jusqu'au moindre détail. Allez les refs, s'il vous plaît, je compte sur vous, explosez les likes comme jamais sur cette review. Là franchement, je pense que ça le mérite. Rejoignez-moi sur Twitch et surtout, principalement, passez un agréable moment en ma compagnie. Ce chapitre était une fois de plus exceptionnel, hein. Plusieurs informations nous ont été dévoilées et je pense qu'il est de rigueur que je vous fasse un bref récapitulatif de l'entièreté du chapitre avant de pouvoir l'analyser comme il se doit. D'après Sabo, les révolutionnaires ont accompli toute leur mission sur Marie-Joise, déclaré la guerre au Tenryubito, libéré Kuma mais également plongé la Terre Sainte dans un état de siège en attaquant leurs ressources de nourriture. Partout dans le monde, au même moment, 12 pays où les révolutionnaires étaient déjà implantés se sont rebellés, mais seulement 8 ont fini par réussir. Et par réussir, on peut comprendre que les citoyens ont renversé leur roi et les ont capturés, comme ce fut le cas sur Lulusia avant sa destruction. Nous parlons donc évidemment de la révolte des 8 nations qui fut brièvement expliquée au chapitre 1054. Car oui, j'ai oublié de vous le préciser, mais le chapitre 1083 est totalement complémentaire aux 956 et 1054 car on découvre ce qui nous a été teasé dans ces derniers. Marie-Joise est dans la sauce, mais pas totalement car d'après Dragon, ils ont encore une carte joker, les chevaliers divins. Ils représentent apparemment le vrai danger et signeront le début de leur vraie bataille. D'un autre côté, les révolutionnaires s'interrogent, tout comme nous, sur les véritables événements qui se sont déroulés sur Marie-Joise, comme par exemple et au hasard la mort de Cobra, plus de 100 chapitres qu'elle nous a été teasé, on nous en parle tous les 3 mois, mais on ne sait toujours pas ce qui s'est véritablement passé. Et spoil, on ne sait toujours pas dans ce chapitre. Mais attention, ça s'en rapproche. Du coup, retour un mois en arrière, début de la rêverie, la guerre fait rage sur Marie-Joise, les révolutionnaires parviennent à libérer des esclaves en plus du reste de leur mission. Quand au même moment, Cobra, le père de Vivi, s'apprête à tenir une réunion privée avec le Gorosei et théoriquement suite à laquelle il serait mort. D'ailleurs, le journal ayant révélé cette information nous a enfin été dévoilé alors qu'au chapitre 956 nous n'avions eu que les réactions des gens vis-à-vis de la nouvelle. Voilà grosso modo le résumé du chapitre, mais vous vous doutez bien que j'ai désormais beaucoup de choses à vous dire, surtout autour des fameux chevaliers divins. Je suis trop client de ce genre de révélation, c'est terrible. Avant tout, je vais revenir sur certains détails intéressants autour des événements de Marie-Joise et du siège des révolutionnaires. Le but actuel de l'armée de Dragon semble donc d'affaiblir les dragons célestes en les privant de nourriture et d'esclaves. Une bonne stratégie évidemment, surtout vu la difficulté que les Tenryubito auront pour s'approvisionner eux-mêmes. Ils veulent pas se salir les mains, ils vivent dans le luxe depuis des siècles, c'est un gros retour à la réalité là. Et justement, quelles seront les répercussions sur les autres ? Par exemple, la marine, elle est la branche militaire du gouvernement, bien qu'on puisse la considérer comme une institution totalement à part. Eh bien, je me suis demandé si finalement, ils n'allaient pas devoir se plier à la volonté des dragons célestes et donner ainsi leur vivre pour les nourrir, ce genre de truc.
Non, mais par contre, pour le coup, le vrai truc intéressant, et c'est justement ce qu'a révélé Ivankov, c'est que les révolutionnaires sont en train de faire vivre la dure réalité de l'humanité au Tenryubito. Et ça c'est fou car c'est peut-être le début de leur déclin pour la première fois depuis le premier chapitre. Ah oui, si on prend du recul, à la fin de One Piece, les Tenryubito ne seront plus les Tenryubito. C'est d'ailleurs la raison même des révolutionnaires. Pour autant, Oda ne va très clairement pas tous les exécuter sur la place publique et hop, la paix est revenue dans le monde. Car ça n'aurait pas de sens et le message final de One Piece serait plutôt biaisé. Soit les Tenryubito seront utilisés pour reconstruire le monde qu'ils ont détruit, soit ils seront emprisonnés, soit autre chose. Mais dans tous les cas, ils devront s'adapter à la vie normale, la vie humaine, loin du luxe et de la gloutonnerie. Donc cette pseudo-famine qu'ils vont subir à cause des révolutionnaires, la peur qu'ils ont ressentie en voyant leur terre se faire attaquer et l'impuissance totale qu'ils ont subie tout simplement, c'est vraiment le retour de bâton ultime qu'ils sont en train de se prendre. Et quand on sait que le gouvernement mondial représente le méchant final de One Piece, je trouve ce chapitre encore plus fou et fort en symbolique. Du côté du soulèvement des 12 pays ayant mené à la révolution des 8 nations, aujourd'hui connues dans le monde entier, je dois avouer ne pas avoir d'idée précise et fixe à leur sujet. Le tout est maintenant de savoir si elles vont vivre le même destin que Lulusia, c'est-à-dire l'annihilation totale en fait. Est-ce que Im a rayé Lulusia de la carte car c'était l'une des 8 nations s'étant révoltée, ou l'a-t-elle rayé car Sabo avait été localisé là-bas et qu'il s'apprêtait à dévoiler l'existence du roi du monde aux révolutionnaires? Moi je pars pour cette dernière hypothèse, mais il est effectivement totalement possible que Im cherche à effacer de l'histoire l'intégralité des 8 nations pour l'outrage qu'ils ont provoqué. Ça a commencé avec Lulusia et ça enchaînera sur tous les autres. Et on a encore beaucoup à faire, donc passons à la suite. Alors je vais évidemment parler des Chevaliers Divins, mais pas tout de suite, car le morceau est trop gros, on les garde au chaud pour plus tard, car là on va se focaliser sur le flashback que nous avons eu sur Marie-Joise qui remonte 1 mois plus tôt. Et nous avons surtout enfin un aperçu de la bataille qui s'est déroulée entre les capitaines révolutionnaires et les 2 amiraux Ryokugyu et Fujitora après plusieurs années de teasing. Ce passage nous apprend véritablement qu'une seule information, Karazu possède le fruit du démon de la suie, un Logia ou Paramecia, ça rien de confirmé, mais en tout cas il lui permet une forme d'intangibilité ainsi que générer ses emblématiques corbeaux noirs. Pour le coup, waouh, c'est un gros coup de cœur, à la fois de la façon qu'il a d'utiliser ses pouvoirs, mais aussi de son charisme avec, tout simplement ça lui va trop bien. On l'avait déjà vu l'utiliser sur Lulusia, mais là c'était vraiment particulièrement stylé. Alors du peu que j'ai vu et contre mon gré, j'ai bien compris que les amiraux semblent avoir été la risée du chapitre car ils n'auraient pas réussi à vaincre les révolutionnaires. Alors pour le coup, Oda a très bien expliqué à travers Ryokugyu qu'il ne pouvait tout simplement pas se battre sur la Terre Sainte, et même pas besoin de l'expliquer pourquoi, parce que un des Tenryubito le dit très bien à ce dernier: si l'un de nous est blessé, t'es mort. Et là le problème c'est qu'avec les amiraux, c'est qu'ils ont tous des pouvoirs vraiment destructeurs, ayant un impact sur l'intégralité de leur environnement. Combattre sur Marie-Joise, c'est vraiment les brider et retirer un énorme pourcentage de leur puissance. Alors je sais que Akainu dans le chapitre 1054 il n'était pas du tout de cet avis, mais très clairement, ça devait pas être évident pour eux. Bon, lui Fujitora, il s'en bat les reins, ça l'a saoulé, il était à 2 doigts d'invoquer une météorite et fumer tous les Tenryubito, mais bon, il a pas fait malheureusement. En tout cas, même le CP9, qui fait d'ailleurs son grand retour, reconnaît la puissance des amiraux et qu'ailleurs, ils auraient pu s'en donner à cœur joie et retourner l'intégralité du champ de bataille. Donc ouais, pour le coup, comprenez-les, soyez pas trop durs. Ça n'enlève cependant pas la combativité exemplaire dont les révolutionnaires ont fait preuve. Autant gérer les amiraux et toutes les forces du gouvernement, ça relève du miracle qu'ils soient encore en vie. En plus, ils ont accompli tout leur objectif et libérer des esclaves en bonus, non, c'est trop, les capitaines révolutionnaires, ils sont monstrueux. D'ailleurs, vous êtes peut-être pas beaucoup à l'avoir remarqué, mais dans cette partie des révolutionnaires contre les amiraux, se cache un véritable foreshadow qui pourrait révéler une grande information que nous n'avons pas encore eue sur la rêverie, mais je reviendrai dessus dans la partie des Chevaliers Divins car ça les concerne. On passe à la suite avec la libération de Kuma sans la voir dans ce chapitre. On sait bien qu'elle a eu lieu puisque les révolutionnaires l'ont rapporté à Dragon suite à leur assaut. Et là j'ai capté un truc. Dans la dernière review, je vous disais que normalement on allait apprendre qui avait tenté d'assassiner San Carlos et de surcroît qui Miosgard a aidé à s'évader suite à cela. Sauf que j'avais oublié que San Carlos était directement relié à Kuma puisque c'est sa famille qui l'avait en sa possession à ce moment-là. Donc
Logiquement, la personne qui a tenté d'assassiner Carlos était sûrement quelqu'un voulant sauver Kuma, ce qui réduit déjà considérablement le nombre de suspects. En effet, à part les révolutionnaires que l'on peut tout de suite mettre de côté car ils ne devaient et ne voulaient surtout pas tuer quiconque pendant leur assaut sur Marie-Joise, personne d'autre qu'un pirate n'aurait pu tenter d'ôter la vie à un Tenryubito, et pas n'importe quel pirate puisqu'il s'agirait de Jewelry Bonnie, fille de Kuma s'étant rendue elle-même en Terre Sainte pour sauver son père. Bonnie, pour récupérer Kuma, aurait alors intenté à la vie de San Carlos, aidant les révolutionnaires à libérer leur allié. Dans le feu de l'action, Miosgard aurait lui-même aidé Bonnie à s'échapper, la véritable coupable de la tentative d'assassinat. D'ailleurs, il faut pas oublier que Bonnie avait quelque chose à dire à Luffy à propos de Sabo sur Marie-Joise. Alors, est-ce que ça va coller avec cette histoire d'assassinat? Là est toute la question. Et en parlant d'assassinat, on en vient à Cobra qui apparaît à la dernière page du chapitre, prêt à rencontrer les 5 doyens. Bon, alors décidément, Oda cherche vraiment à faire monter la tension, le suspense autour de la mort du roi d'Alabasta. Nous allons bientôt découvrir la vérité derrière ce tragique événement qui, je trouve, est devenu assez sous-estimé avec le temps finalement. Pourtant, si les véritables raisons de ce meurtre nous sont révélées, il n'y a aucun doute sur le fait que ça va créer un tremblement de terre dans notre lecture de One Piece. Et pour ça, j'ai un argument très simple. Cobra est mort à cause du siècle oublié. C'est au chapitre 823, en direction de la rêverie, que Cobra révèle vouloir assister à cet événement pour poser des questions au gouvernement mondial à propos des poneglyphes. Si on peut douter du bon choix de parler d'un tel sujet avec le Gorosei qui, n'oublions pas, ont été capables d'éradiquer une île entière d'historiens pacifiques justement car ils s'intéressaient aux écrits des poneglyphes, Cobra et sa famille sont considérés comme des traîtres parmi les Tenryubito. Non, je persiste, Cobra c'était vraiment pas le meilleur move de sa part, mais bon, peu importe, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la suite du flashback, la suite du chapitre 1083 finalement. Car si on prend du recul et en sachant pertinemment que c'est le Gorosei qui a orchestré la mort de Cobra, nous allons tout simplement peut-être avoir droit à une conversation au sujet de ce siècle oublié. Comme le disait Cobra, il s'intéresse de savoir ce que les Nefertari ont fait au reste du monde, et il s'intéresse de savoir ce qu'il y a sur les poneglyphes, et même de ce que cache la véritable histoire. Si nous pouvons être sûrs que le Gorosei ne lui révélera rien de ces informations, le sujet va forcément être abordé, et nous allons sûrement en entendre parler dans le prochain chapitre. Pour la première fois, depuis longtemps, l'histoire d'un des 20 royaumes ayant fondé le gouvernement mondial il y a 800 ans risque de se dévoiler sous nos yeux. Pourquoi les Nefertari ont un poneglyphe? Pourquoi ne se sont-ils pas rendus sur la Terre Sainte de Marie-Joise comme les autres? Quel est leur lien avec Pluton? Eh bien tout ça, on peut l'avoir dès le prochain chapitre. Une histoire qui remonte quand même à l'arc d'Alabasta, là où nous avons posé pour la première fois les pieds sur l'histoire finale qu'Oda racontera dans One Piece. Je trouve ça trop magique en fait. Voilà, vraiment, c'est incroyable. Donc oui, quand le message final du chapitre est quelle est la raison de cette rencontre, cette raison nous la connaissons bien et ce depuis déjà plusieurs années. Ok, tous les sujets ont été analysé sans trop de détails certes, mais c'est pour l'instant suffisant. À vrai dire, je me réserve pour la grosse part du gâteau, les chevaliers divins. Mentionné qu'une seule fois par le passé au chapitre 1054 par Kuroma, le directeur des enquêtes criminelles de la marine, ce groupe s'est occupé de l'affaire de Miosgard dont je vous parlais un petit peu plus tôt. Aujourd'hui, ils sont mentionnés une deuxième fois, mais cette fois-ci par Dragon, leur silhouette apparaît et leur mobilisation semble d'après le révolutionnaire déterminante dans le début de la véritable bataille. Si je dois avouer n'avoir eu que très peu de sentiments vis-à-vis de leur première mention au chapitre 1054 puisque je n'attendais strictement rien de leur part si ce n'est d'être un groupe de bureaucrates célestes. Les silhouettes derrière Dragon ont véritablement changé ma perception et ma hype à leur sujet. Du coup, vous vous doutez bien qu'on va passer une grosse partie de la review à les analyser et à théoriser dessus. Je vais commencer par donner mon avis global à leur sujet et à quoi ils servent et surtout d'où ils viennent. Tout d'abord, on ne sait pas exactement combien ils sont. Alors certes, nous n'en voyons que 9 à travers les ombres et les silhouettes, mais il est possible qu'un dixième se cache quelque part, qu'il ne soit pas référencé ou un truc du style. Donc vous verrez que chaque fois que je vais parler d'eux, je vais les considérer comme un groupe de 9, mais ce n'est pas pour autant une science exacte, pour le moment. Ensuite, et à mon sens, nous avons là une branche spéciale des Tenryubito, une branche militaire, guerrière. Les chevaliers divins, à la différence des amiraux et du Cypherpol, s'occuperaient des affaires internes des dragons célestes, car ils seraient justement eux-mêmes des dragons célestes. En somme, et à l'instar du Gorosei qui sont eux-mêmes des Tenryubito, les chevaliers divins seraient les plus badass parmi les dragons célestes, très loin du stéréotype et du cliché que nous avons des nobles de Marie-Joise. Une chose est sûre, ils sont puissants et redoutés, au point où Ivankov met en garde
sabots qui risquent de devenir leur cible principale suite aux événements de la rêverie. Je vais pas vous mentir, j'espère qu'ils sont d'un niveau similaire ou même supérieur aux amiraux, car vu la puissance écrasante des pirates et des révolutionnaires, j'ai du mal à imaginer comment la marine et le gouvernement pourront résister dans la guerre finale. Cette tendance pourrait donc s'inverser avec l'introduction de ces 9 chevaliers. Avec cette réflexion que les chevaliers divins sont réellement des Tenryubito guerriers, j'en suis venu à une autre conclusion. Et si ils étaient destinés à être les remplaçants du Gorosei? Alors laissez-moi un petit peu mieux vous expliquer ma théorie. Vous avez bien compris qu'à mon sens, ces chevaliers sont des dragons célestes, c'est-à-dire qu'ils sont les descendants des 20 royaumes ayant créé le gouvernement mondial il y a de cela 800 ans. À la différence des autres qui n'oseraient pas se salir les mains, les chevaliers divins, eux, seraient des fous de guerre, aimants et vivants pour le combat, très loin des codes de noblesse céleste. Quand je me suis imaginé ce scénario, j'ai finalement compris que de tels dragons célestes existaient déjà, et ce sont les membres du Gorosei. Parmi ces 5 dragons célestes, qui sont d'ailleurs considérés comme tels au chapitre 907, je n'invente rien, tous arborent des cicatrices et portent des armes comme pour témoigner d'un passé de combattant, là encore pourtant très loin des stéréotypes des autres dragons célestes. Du coup je me suis dit, et si finalement les chevaliers divins étaient des sortes de prétendants au titre de Gorosei? Alors je suis pas en train de vous dire qu'ils veulent faire chuter les 5 doyens pour prendre leur place, non, mais que ce soit plutôt les remplaçants désignés et parfaits pour prendre la place d'un membre du Gorosei si l'un d'eux venait à mourir ou disparaître. En réalité, c'est un schéma assez similaire qu'on a pu voir déjà avec les pirates. Par exemple, dans l'équipage de Kaido, nous avions les 6 Tobiropo qui voulaient se battre pour obtenir la place d'une des 3 calamités. Dans un registre un petit peu plus large, les 11 Supernova ou les 7 Shichibukai pouvaient être des candidats au titre encore plus prestigieux de Yonko. Le schéma chez les dragons célestes avec les chevaliers divins et le Gorosei serait alors le même, puisque ces derniers ne pourraient être remplacés que par la branche militaire des Tenryubito, ces fameux chevaliers divins. On pourrait même aller plus loin et imaginer que chacun des 9 chevaliers divins soit eux aussi reliés d'une façon ou d'une autre au thème astral et céleste du gouvernement. Avec la récente révélation du nom de l'un des membres du Gorosei et Saturne, il y a très peu de doutes qu'Oda ne veuille pas aller plus loin dans les références astronomiques. Ça tombe plutôt bien, car si le Gorosei s'inspire des planètes majeures et principales de notre système solaire telles que Saturne, Vénus, Jupiter et j'en passe, les 9 chevaliers divins, eux, pourraient être inspirés des satellites naturels de ces planètes. Aussi appelées lunes, quasiment chaque planète de notre système solaire en possède une ou plusieurs orbitant autour d'elle. Il n'est donc pas fou d'imaginer que les chevaliers divins, tout comme le Gorosei, soient inspirés par les satellites mineurs et naturels orbitant autour des principales planètes représentées par les 5 doyens. Mais pour tout vous dire, à mon sens, ça ne serait pas la seule source d'inspiration, et on va tout de suite passer à la deuxième vraie théorie sur les chevaliers divins et leur origine. Bien que rien ne soit sûr et certain concernant leur nombre définitif pour les raisons que j'ai évoquées un petit peu plus tôt, il était de rigueur de chercher dans les traces historiques et antiques de notre monde un groupe de 9 personnages qui auraient pu inspirer Oda dans la création des chevaliers divins. Pourquoi? Tout simplement parce qu'Oda s'inspire toujours de quelque chose. One Piece est une ode à notre propre monde, et à plusieurs reprises nous avons pu prouver et découvrir qu'Oda transforme certains mythes et légendes pour les intégrer dans son œuvre. Ainsi, j'ai pu découvrir 3 groupes plutôt intéressants. Premièrement, l'ordre des Templiers et leurs chevaliers. Alors qu'ils étaient plusieurs milliers, l'ordre fut créé par 9 chevaliers, ou du moins 9 Templiers notables ressortent de sa création. Et Oda aurait pu totalement s'inspirer d'eux sur plusieurs aspects. Déjà car ce sont des figures militaires et politiques importantes de la France, dont la monarchie et la religion auraient, malheureusement pour nous, inspiré la création de Marie-Joise et des nobles célestes. En effet, les Templiers servaient à l'origine à protéger les pèlerins chrétiens qui se rendaient en Terre Sainte. Ils défendaient les lieux saints en général et tous les biens possédés par l'église à l'époque. Qu'aujourd'hui on ait l'apparition des chevaliers divins qui s'occupent des affaires politiques en Terre Sainte de Marie-Joise, on va pas se mentir, ça sent le Templier à plein nez. Et on va dire qu'ils ont une telle source de culte et de mystère qu'il serait parfaitement logique qu'Oda les exploite dans son œuvre, en particulier à travers ces fameux chevaliers divins. Sans pouvoir prédire davantage à quel point il se serait inspiré des Templiers, c'est une totale possibilité à garder de côté, mais c'est surtout pas la seule. Il est quasiment impossible de penser à la chevalerie médiévale sans penser à la légende arthurienne. Le roi Arthur, qui regroupe une douzaine de chevaliers autour d'une table ronde pour partir à la quête du Graal, c'est une histoire qui a touché tous les gamins du monde, en particulier ceux ayant grandi avec Camelot.
Ouais, c'est pas faux. Bref, si on ne retrouve pour le coup, et malheureusement pas le chiffre 9 précisément, ça n'empêche aucunement l'inspiration du mythe arthurien que pourrait avoir sur cet arc final lié autour des chevaliers divins, de Marie-Joise et du One Piece. Plus simplement, regardez ces parallèles fous entre ces deux histoires. Dans le mythe d'Arthur, autour de la table ronde où se retrouvent tous les rois et chevaliers royaux, se trouve également un trône vide qui ne peut accueillir que la personne qui a ramené le Graal, l'objet ultime de leur quête, censé apporter la paix et l'harmonie dans le royaume d'Arthur. Dans One Piece, les rois de plusieurs royaumes se sont retrouvés autour d'une table ronde pour discuter et débattre sur l'état de leur société et du monde. Au même moment où cette table ronde fut dévoilée, le trône vacant l'a également été. Il s'agit d'un trône qui doit rester vide pour symboliser l'égalité entre les royaumes. Également, la découverte du One Piece pourrait théoriquement apporter la paix dans le monde, l'harmonie entre les peuples et la joie universelle. Toujours dans le mythe d'Arthur, l'enchanteur Merlin, d'apparence âgée, barbu et vêtu d'une longue robe, est intimement relié à la légendaire épée Excalibur. Dans One Piece, on peut retrouver un personnage unique n'apparaissant qu'une seule fois près du trône vacant, à l'apparence âgée, barbu, vêtu d'une longue robe et surtout portant une épée semblant spéciale sur laquelle les rois doivent présenter leur serment. Alors je suis peut-être le seul à ne pas douter de l'inspiration des mythes arthuriens pour cet aspect-là de l'histoire de One Piece, mais si ça en vient à se confirmer d'une façon ou d'une autre, alors les chevaliers divins de Marie-Joise seraient peut-être la représentation des chevaliers de la table ronde. Et si c'est le cas, alors tout comme le roi Arthur a réuni des chevaliers des 4 coins du monde pour trouver le Saint Graal, le Gorosei ou les dragons célestes auraient réuni leurs 9 meilleurs chevaliers pour peut-être mettre la main sur le One Piece avant qu'un autre pirate ne le fasse après Roger. Et finalement, pourquoi choisir entre diverses légendes et histoires quand un seul terme les regroupe parfaitement? Les 9 preux étaient à l'époque connus pour être un ensemble de conquérants représentant une fierté absolue pour leur nation, et qui se distinguaient de faits d'armes plus exceptionnels les uns que les autres. Il y avait 3 héros païens, Hector, Alexandre le Grand, Jules César, 3 héros de l'Ancien Testament, Josué, le roi David et Judas Maccabée, et 3 héros chrétiens, le roi Arthur, Issa Shibulidana, Charlemagne et Godefroy de Bouillon. Alors rassurez-vous, je vais vous épargner et m'épargner à moi aussi la difficulté d'analyser chacune de ces figures individuellement. Leur simple existence dans un groupe de 9 contribue à donner encore plus de cohérence à ma théorie sur les chevaliers divins qui seraient tous comme les 9 preux, issus de la noblesse tout en étant de véritables héros de guerre. Ainsi, et parmi les 9 chevaliers divins de One Piece, on pourrait y retrouver des inspirations de grands conquérants de d'autres mondes comme les 9 que je viens de vous citer. On pourrait donc imaginer sans trop de difficulté l'apparence ou l'inspiration d'un des chevaliers divins sur le roi Arthur justement. Ça coïnciderait à la fois avec la légende arthurienne qui aurait tant inspiré Oda pour Marie-Joise et les 9 preux avec les 9 chevaliers divins. Je pense honnêtement qu'avec ces 3 hypothèses, on peut cerner grossièrement ce que sont ces fameux chevaliers et franchement ça serait cool d'avoir réussi avec si peu d'indices si ce n'est leur nom et leur nombre. Alors très bien, mais maintenant ce qui nous intéresse, au-delà de leur inspiration, c'est tout simplement de savoir qui sont ces mecs et pourquoi lui là il ressemble à Shanks. Quand j'ai vu que Shanks était en tendance sur Twitter pendant 3 jours, j'ai vite compris que ça a dû se déchaîner sur lui. Mais à tort ou à raison, pourquoi ce chevalier ressemble tant à Shanks, ou au moins par sa silhouette? Alors je vais peut-être me tromper, je vais aussi peut-être vous décevoir, mais je ne pense pas que ce soit Shanks. D'une façon ou d'une autre. En tout cas, je verrai pas l'intérêt d'un tel double rôle quand le mec reste quand même un pirate actif sur les mers. J'imagine que ça doit être très stylé d'ajouter Yonko et Chevalier Divin sur son CV, très clairement. Alors non, je ne pense pas que ce soit Shanks, mais pour autant, l'hypothèse qui lui soit reliée ne me déplaît pas du tout. Au contraire, j'aurais tendance à le penser également. Certaines théories veulent qu'il soit un dragon céleste malgré son statut de pirate. En tout cas, il aurait renié sa véritable histoire, Shanks aurait toujours été pirate, comme l'atteste sa rencontre avec Roger peu de temps après sa naissance et la mort de ce dernier dans son adolescence. Cependant, il a peut-être bien du sang noble qui coule en lui, et ça, c'est le film One Piece Red et son databook qui nous aurait confirmé cette idée. Pour un petit peu plus de contexte, dans One Piece Red, et lorsque le Gorosei pense qu'Uta est la fille biologique de Shanks, ils en déduisent qu'elle appartiendrait à la famille Figarland. Un nom qui n'est jamais apparu dans l'histoire du manga et qui serait pourtant le nom de la véritable famille de Shanks le Roux. Tout simplement car s'il pense que Uta est la fille de ce dernier et qu'elle porte ce nom de famille, c'est justement car son père Shanks serait lui-même un Figarland. Je pense que la logique jusque-là, elle tient.
Suite à ce nouveau chapitre, la théorie serait que la famille Figarland, très connue des dragons célestes, le soit car c'est justement une famille de dragons célestes. Pas n'importe laquelle, l'un des membres actuels des Figarland serait le membre principal, le chef de l'escadron des chevaliers divins que l'on voit au centre des silhouettes, expliquant l'étrange ressemblance qu'il a avec Shanks, simplement. Alors serait-il son frère, son père? Là est toute la question, car impossible de déterminer l'âge de ces personnages. À mon humble avis, ils ne sont pas jeunes, en tout cas pas autant que ne les Shanks, et seraient plus proches de l'âge de Dragon, ou même d'Akainu, tout simplement car les antagonistes de One Piece sont toujours plus vieux que les protagonistes, voilà, tout simplement. En réalité, que ce soit son frère ou son père, ça change pas grand chose, même si pour le coup j'y vois une plus grande facilité scénaristique à faire apparaître le daron de Shanks, tout simplement. En tout cas, et si la famille Figarland fait bel et bien partie des Chevaliers Divins, ça expliquerait un tas de choses, notamment le côté chevaleresque et juste de Shanks. Ce dernier a tout de même stoppé une guerre et a eu une réunion avec le Gorosei simplement car c'est lui. Voilà, autant la marine que le gouvernement le reconnaît. Là où on pouvait penser pendant des années que c'était pour son titre d'empereur, pirate, ça serait en réalité grâce ou à cause de son sang noble et son nom de famille qui fait la fierté des Chevaliers Divins. Et là je me rends compte à quel point je place des espoirs de fou dans ces personnages et j'aime pas du tout ça car je sais très bien que je vais être déçu, on va avoir affaire à des Tobiropo 2.0, je suis dégoûté d'avance. Et du coup qu'en est-il des autres? Bah c'est pas facile puisqu'à part celui du milieu, aucun n'est vraiment mis en avant ou ne possède d'atout particulier. Cependant tout à l'heure je vous ai teasé un potentiel foreshadowing révélé dans ce chapitre. J'ai pas oublié, et je pense qu'il est temps de vous en parler davantage. Pour cela, il faut remonter au chapitre 823 encore une fois, quand le cortège d'Alabasta justement prend la direction de Marie-Joise pour la rêverie. Igaram, apeuré à l'idée qu'il arrive quelque chose à Vivi, se trouvant sur le mât, se met à lancer des hypothèses d'événements plus loufoques les uns que les autres qui pourraient lui arriver. Imaginez qu'un mystérieux oiseau vous enlève, qu'un sniper vous avez dans sa ligne de mire, ou qu'une météorite venait à tomber. Et c'est marrant, car en prenant un petit peu de recul avec ce qui s'est passé à la rêverie, on coche quand même pas mal de cases. Quasiment toutes en fait. Le mystérieux oiseau qui enlève Vivi serait donc tout simplement Morgan Big News, avec qui on la retrouve au chapitre 1074. La météorite qui s'apprête à tomber, c'est tout simplement aujourd'hui, chapitre 1083, Fujitora allait invoquer une météorite qui allait s'abattre sur Marie-Joise. Il l'a pas fait, mais c'est presque tout comme. Et on en vient à ce sniper, ce mystérieux sniper. Quand on sait que Cobra a été assassiné, quand on sait qu'il existe un groupe de combattants de dragons célestes, et bien si finalement c'était l'un des chevaliers divins qui avait assassiné Cobra avec ses compétences de sniper. Alors je vous accorde qu'un calibre 50 ça fait pas très chevalier, et personnellement je ne serais pas étonné de voir ou d'apprendre qu'ils utilisent chacun un style de combat propre et différent. Et par extension, la présence d'un sniper viendra compléter cette série de 3 foreshadows s'étant véritablement déroulée durant la rêverie avec l'oiseau qui est Morgan, la météore de Fujitora et le sniper avec bien le chevalier divin. Une chose est sûre, le prochain chapitre lui sera fou. Oui, il n'y a aucune transition mais on s'en fout, on n'a pas besoin de ça pour ce hype sur la suite qui s'annonce dingue encore une fois. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous pensez de ce chapitre et ultimement ce que vous imaginez pour la suite. Cobra va-t-il se faire tuer pour les révélations des poneglyphes? Les chevaliers divins sont-ils si exceptionnels que ça? Shanks en fait-il vraiment partie? Non, là j'avoue j'espère pas. En bref, dites-moi si la vidéo vous a plu et aussi si le nouveau setup ne vous a pas trop déstabilisé. J'ai très hâte de vous retrouver dès ce soir et dans la semaine sur Twitch, donc rejoignez-moi là-bas. En attendant, je vous souhaite les bros de prendre bien soin de vous et de vos proches. Peace et merci d'avoir regardé cette review.